Chantal, bonjour. Bonjour. Donc, on est dans une guerre tarifaire mondiale et ça va avoir un impact, bien sûr, sur la campagne électorale fédérale. Ouais, dans un premier temps, là, le soulagement, et je vais reprendre l'expression de Jean Charest, l'ancien premier ministre, qui a dit pour être soulagé, c'est souffrir du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi de me tirer une balle dans la tête aujourd'hui. Donc, tout va bien, mais je suis encore dans une cage. Et dans ce cas-ci, en particulier, ce qu'il faut surveiller, c'est l'industrie automobile. Pourquoi? Parce que les tarifs annoncés, 25 sur les automobiles, ça commence maintenant. Il y a déjà des usines en Ontario qui font des pauses, en partie parce que vous dites on va répondre aux questions. Il y a encore beaucoup de questions sur comment ça marche, cette histoire de voitures fabriquées aux États-Unis. Est-ce que ça existe, des voitures fabriquées complètement aux États-Unis? Première question. Pas sûr que la réponse soit oui. Et c'est un coup dur pour l'industrie. Aux États-Unis, les gens de l'industrie disaient en une semaine, on ne peut plus fonctionner. Alors, il y a encore beaucoup de questions là-dessus. Les tarifs, je vous le rappelle, sur l'acier et sur l'aluminium, invoqués en raison du fentanyl inexistant qui passe au compte-gouttes à la frontière du Nord, sont encore en place. Et il y a cette suspension de tarifs plus généralisés indéfiniment. Bien, indéfiniment, là, ça peut vouloir dire la semaine prochaine ou dans 3 mois. Bon, ceci étant dit, campagne électorale, la question de l'urne ne change pas, mais elle se précise. C'est-à-dire que les deux principaux chefs, on ne se racontera pas d'histoire là, sur qui d'autre pourrait être premier ministre que Mark Carney ou Pierre Poilievre. Il n'y a personne d'autre dans la course. Non, puis on ne peut pas jouer à déformer la réalité au nom de l'égalité des chances. L'un et l'autre promettent qu'au lendemain des prochaines élections, ils vont entamer des négociations commerciales avec l'administration Trump. Fort bien. Donc, la question de l'urne, à ce moment-ci, sur ce sujet-là en particulier, c'est qui voulez-vous à la table de négociation avec Donald Trump? Voulez-vous Pierre Poilievre ou voulez-vous Mark Carney? Hier, Pierre Poilievre a essayé de donner, pour la première fois, de façon très articulée, un aperçu de ce que ça donnerait dans son cas. C'est assez intéressant parce que M. Poilievre, vous le savez, n'aime pas beaucoup aller parler à des gens d'affaires. Il ne fait pas les chambres de commerce, etc. Hier, vous avez sans doute entendu dire qu'il avait prononcé un discours sur Bay Street. C'est géographiquement exact, mais c'est tout. C'est pas un discours sur Bay Street dans le sens de la communauté d'affaires a reçu M. Poilievre. C'était une salle qui était remplie de ses organisateurs ou de figures de proue du mouvement conservateur. Caroline Mulroney l'a présenté. L'ancien ministre John Baird était dans la salle. Tout ça pour dire que c'était un public aussi partisan que pour ses rallyes, mais trié sur le volet, ce qui donnait l'impression d'un dîner d'affaires. Et OK, il n'y avait personne de la haute finance canadienne. Non, c'était pas du tout ça. C'était une salle conservatrice. J'avais déjà vu, c'est pas, M. Poilievre n'a rien inventé. Là. J'avais déjà vu à une certaine époque Brian Mulroney, à peu près tous les premiers ministres que j'ai couverts en passant, se créer parfois des salles comme ça. Généralement, à Ottawa, c'est plus facile parce qu'on vide les bureaux des employés du parti et on remplit la salle. Ils deviennent des spectateurs. On ajoute les députés. Le temps d'un discours. Et ça fait le compte. Mais ce que M. Poilievre a dit, ça ressemble beaucoup à ce que M. Carney dit, c'est-à-dire on va négocier une relation plus stable et on ne se laissera pas manger de la laine sur le dos, etc. Sauf, et mon collègue Paul Wells a assez bien résumé la chose, il y avait un côté... Lui a parlé d'optimisme, mais il disait de façon polie. Parce que M. Poilievre donnait l'impression qu'il pourrait aller s'asseoir avec Donald Trump et ressortir de là avec beaucoup plus d'avantages sur le plan des relations canado-américaines au niveau commercial que ce dont le Canada jouit actuellement. Ce qui est assez intéressant parce que dans les circonstances, ça va à contre-courant de tout ce qu'on entend de la Maison-Blanche. On ne voit pas pourquoi Donald Trump, dans l'idée qu'il se fait des tarifs, s'en viendrait négocier pour améliorer le sort du Canada dans ses relations avec les États-Unis. Non, c'est pas ça le but. Là. Le but, c'est d'améliorer le sort des États-Unis. Cela dit, c'est un discours assez structuré qui est rapidement retombé, évidemment, sur les créneaux de la campagne conservatrice. Les gens qui étaient dans la salle, les plusieurs conservateurs à qui j'ai parlé, qui ont trouvé que c'était quand même plus intéressant que le positionnement de la semaine précédente. On continue comme s'il ne se passait rien le jour des tarifs automobiles. On dit ça aurait probablement aidé si ce discours-là avait été prononcé il y a 2 mois,
plutôt qu'à une semaine et demie après le déclenchement des élections, alors que le parti est en perte de vitesse. Mais en gros, c'est encore une fois une question de l'urne qui n'avantage ni le NPD ni le Bloc québécois et qui ne change pas la dynamique actuelle, qui est, à moins que le NPD et le Bloc ne reprennent du poil de la bête, les libéraux ont un avantage certain, sans égard aux qualités de l'un et de l'autre, ont un avantage arithmétique, mathématique qu'on voit dans les sondages et qui est possiblement appelé à se maintenir. Pourquoi? Parce que ce matin, malgré les oufs des uns ou des autres, on ne peut pas dire, bon, ben parfait, on retombe dans notre campagne électorale habituelle, puis on oublie ça, c'est réglé. C'est pas réglé. On attend le prochain spectacle. Oui, mais c'est pas juste ça, on attend de voir ce qui va se passer. On vit dans le monde, là. Il va se passer des choses. Même les pingouins sont sujets à des tarifs. Ceux qui vivent sur des banquises où il n'y a pas d'habitants dans cette carte-là. Alors, imaginez les travailleurs canadiens. Imaginez, en effet, les travailleurs canadiens. Mais c'est à peu près là qu'on est. Et aujourd'hui, M. Carney, premier ministre dans ce cas-ci, va rencontrer virtuellement les premiers ministres des provinces et ensuite faire un vrai point de presse. Pourquoi il fait ça? D'abord parce qu'il veut essayer de garder une certaine cohésion dans les rangs des premiers ministres des provinces vis-à-vis du gouvernement fédéral, mais c'est aussi que ça le protège des attaques de ses adversaires. Parce que si François Legault, si Doug Ford sont partants pour les stratégies avancées par M. Carney, c'est encore gênant d'attaquer ces stratégies-là et de dire qu'il ne fait pas la bonne chose quand les premiers ministres des principales provinces disent « Nous, on est d'accord, il y a un consensus » et ils reflètent un consensus fédéral-provincial qui franchit toutes les lignes de parti. Un premier ministre conservateur, un néo-démocrate en Colombie-Britannique, François Legault au Québec. Intéressant. Donc, ce matin, cette rencontre entre Mark Carney et les premiers ministres des provinces, effectivement, discours ou plutôt conférence de presse en bonne et due forme un peu plus tard aujourd'hui, puis on verra donc à quoi va ressembler la réplique canadienne. Sinon, première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, elle lance une nouvelle pleure de banane, là? J'en suis à me demander si Mme Smith ne souhaite pas objectivement l'élection d'un gouvernement libéral pour avoir une cible à Ottawa. Au début de la campagne, c'était son entrevue où elle disait M. Poilievre a tellement plus d'atomes crochus, il est tellement plus en synchro avec Donald Trump. Oui. Bon, ça a causé l'émoi que ça cause. Là, hier, elle en a rajouté une couche avec l'aide de Preston Manning, le chef fondateur du Parti réformiste à l'époque, qui, lui, l'a écrit dans une lettre ouverte et qui somme les électeurs de l'Ontario, de l'Atlantique en particulier, dit-il, à voter conservateur, faute de quoi la sécession de l'Alberta pourrait les attendre au tournant de la prochaine campagne électorale. Vous comprendrez que pour M. Poilievre, c'est pas particulièrement agréable de savoir que ses principaux alliés en Alberta se promènent en disant lui, il va faire ce qu'on veut et si c'est pas lui, nous, on n'écarte pas l'idée de faire un référendum pour quitter la Fédération canadienne. J'imagine la prochaine étape, c'est l'annexion aux États-Unis parce que dans les circonstances actuelles, une province qui décide qu'elle veut s'en aller ailleurs risque fort, effectivement, de devenir un 51e État. Chantal, à lundi. Au revoir.